Le Yémen, une guerre oubliée, alors que cette semaine marque le 10 ans du soulèvement populaire dans ce pays de la péninsule arabique. Retour sur une guerre qui s'est internationalisée il y a 5 ans et qui a coûté la vie à plus de 100 000 personnes selon l'ONU. Les Nations Unies qui considèrent aussi que ce conflit a entraîné la pire crise humanitaire actuelle. Avec nous pour en parler, Charles Emtaz, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, grand reporter, co-auteur avec Olivier Jobard du documentaire Yémen à marche forcée. Avec nous également François Burga, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes politologue, spécialiste du Yémen, directeur émérite de recherche au CNRS. Charles Emtaz, la première question, elle est pour vous. Vous êtes rendu pour votre reportage dans ce pays, le Yémen. Pourquoi, selon vous, est-ce un conflit oublié ? C'est un conflit oublié parce qu'il est loin de nous, on en parle peu, les acteurs sont mal connus, le Yémen n'est pas du tout dans la zone d'influence de la France, et puis c'est un conflit et un pays dans lequel il est très difficile de se rendre. Pour notre premier reportage qui portait sur la migration des Éthiopiens vers l'Arabie Saoudite qui passe par le Yémen, on a mis quasiment 1 an pour obtenir les visas, c'est dire. Les Yéménites, quels qu'ils soient, ont peu d'appétence pour le journalisme. En tout cas, je veux dire, les autorités ont peu d'appétence pour les journalistes. C'est un conflit oublié parce que aussi les acteurs là-bas n'ont pas nécessairement envie de savoir, de faire savoir ce qui s'y passe. François Burga, au début des printemps arabes, on parle de l'Égypte en ce 25 janvier. Il y a eu quand même une médiatisation de ce qui se passait à Sanaa notamment. Pourtant, depuis, c'est vrai que c'est peu médiatisé. Comment l'expliquez-vous ? Mais je rajouterais à ce qu'a très bien dit Charles Emtaz, le fait que les Yéménites, contrairement aux Syriens, contrairement aux Égyptiens, ne participent à aucune dynamique migratoire. Les Yéménites meurent en silence chez eux. Il n'y a pas de diaspora, il n'y a pas de mouvement migratoire. Ça, c'est une première raison pour laquelle, eh bien, ils ne nous font pas peur. Ce conflit ne nous fait pas peur. Mais pourquoi ils ne partent pas ? Ah, mais écoutez, il y a la géographie physique déjà. La géographie physique du Yémen, comme l'a dit Charles Emtaz, c'est loin le Yémen. Il n'y a pas de circulation naturelle. Il y a une frontière nord qui est bloquée puisque c'est la frontière saoudienne. Il y a un blocus maritime, aérien et terrestre. Il faut bien le dire. La situation humanitaire est dégradée du fait des combats aérien au nord des Saoudiens contre les Houthis, terrestre au sud des Émiratis par milices interposées, mais aussi à cause d'un embargo terrible aérien, maritime, terrestre, qui fait que ce pays étouffe tout seul dans son coin et donc ne nous fait pas peur. Et puis, on s'intéresse peu au conflit yéménite parce qu'on ne parvient pas à le simplifier. On ne parvient pas à dire ce camp-là est le bon et puis il y a les méchants. Certes, il y a des groupes sunnites radicaux qui se battent entre eux, mais il y a aussi le gouvernement légitime qui combat les Houthis. Il y a un front irrédentiste du Sud manipulé par les Émiratis qui combat le gouvernement légaliste que les Émiratis étaient censés ramener. C'est très compliqué. Il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants. Ils meurent seuls dans leur coin et cela n'interpelle donc pas nos médias et nos consciences comme cela devrait le faire. Justement, François Burga, vous l'avez dit, un conflit compliqué, difficile, entre guillemets, à simplifier entre bons et méchants. Alors où en est-on aujourd'hui ? Guillaume Villadier revient sur les derniers faits marquants de ce conflit yéménite. L'avion du tout nouveau gouvernement yéménite venait de se poser à l'aéroport d'Aden quand les obus sont tombés. Une trentaine de morts, 50 blessés. C'était le 30 décembre dernier, l'énième épisode d'une guerre sans fin. Été 2014, après 10 ans de conflit larvé avec le pouvoir central, des rebelles chiites, les Houthis, attaquent et s'emparent de la capitale Sanaa. Ils refusent la transformation du Yémen en État fédéral, réclament une région qui leur soit propre et un accès à la mer. Soutenus par l'Iran et le Hezbollah, les rebelles contrôlent bientôt un tiers du pays. En mars 2015, ils sont aux portes d'Aden, l'autre grande ville du pays, où s'est réfugié le gouvernement du président Abed Rabbo al-Mansour Hadi. Les bombardements de l'aviation saoudienne empêcheront Aden de tomber aux mains des Houthis. Nous remercions le Royaume d'Arabie Saoudite et tous les pays du Golfe, ainsi que nos frères dans les pays arabes, de nous avoir envoyé des armes. Avec l'entrée en guerre de l'Arabie Saoudite voisine, à la tête d'une coalition de pays arabes, la guerre civile devient un conflit régional où deux puissances étrangères, Riyad et Téhéran, se combattent par milices interposées. De trêve en couvre-feu jamais respectée,
Le conflit s'enlise. Il a même muté. Chaque camp est déchiré par ses propres guerres intestines. Les alliés d'hier peuvent être les ennemis de demain. Nous abordons cette 4e année de guerre avec des drones à longue portée qui sont très efficaces et qui ont une excellente capacité militaire. Depuis bientôt 7 ans, le Yémen est livré aux milices. Il n'y a plus d'État. Un vide dans lequel s'est engouffrée l'organisation Al-Qaïda pour étendre son influence. Et au milieu, les civils. Manque d'eau, malnutrition, choléra, Covid-19, rien n'est épargné au peuple yéménite. Le blocus du pays par les puissances arabes a fait des dizaines de milliers de morts et affamé des millions de personnes. Une guerre stupide, disait en 2018 le secrétaire général des Nations Unies, une guerre où personne ne gagne et où personne jusqu'à présent n'a montré son intention de déposer les armes. Charles Emtaz, est-ce que vous avez vu sur place cette famine, ces Yéménites qui souffrent de la faim? Alors non, puisque nous étions dans le sud et que la partie où nous étions, autour d'Aden, la capitale du sud, ne souffre pas de la famine. C'est une famine qui existait avant la guerre. Qui est endémique, oui. Voilà, et qui est endémique, mais qui a été évidemment renforcée par la guerre, le blocus, on le disait, et tout ça rend la situation catastrophique. On a pu le voir beaucoup dans le nord, puisqu'il y a aussi une tendance, il faut le dire, des Houthis à montrer le désastre du blocus. Mais les Yéménites, de toute façon, souffrent de la guerre, que ce soit de la famine ou d'une autre façon. Elle impacte tout le monde. Oui, je vous parlais, vous disiez. Je vous parlais d'Aden. Aden a des gros problèmes de sécurité, d'enlèvement, d'attentats, de combats de rue parfois. Ce n'est pas toute l'année. Et les familles yéménites, est-ce qu'elles choisissent un camp puisque c'est une guerre civile ou est-ce que c'est pas aussi simple que ça? Alors, c'est compliqué, on le disait, mais il y a globalement dans le sud une aversion contre les Houthis du nord qui sont à l'origine très minoritaires. Ils représentent peu de gens, mais ils ont conquis par leur pouvoir militaire la moitié du pays, et ils étaient même aux portes d'Aden. Donc on peut dire que dans le sud, ils sont contre les gens du nord, c'est-à-dire contre les Houthis. Après, il y a d'autres complexités. Il y a des indépendantistes dans le sud qui voudraient faire du sud un pays, comme c'était le cas avant. Et ça, eh bien, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. François Burgat, sur cette question de l'insécurité alimentaire, on voit que c'est directement lié parfois à des décisions politiques. Avant de partir, Donald Trump a placé les rebelles Houthis sur la liste des organisations terroristes. Dites-nous d'abord en quelques mots, pourquoi est-ce que c'est une catastrophe pour l'aide humanitaire? Ah bien, la décision de placer un mouvement, c'est-à-dire un gouvernement, parce que de facto les Houthis sont au pouvoir dans toute la région du Nord, celle effectivement qui est la plus coupée des circulations humaines, financières et économiques. Placer les Houthis sur la liste des mouvements terroristes, ça affecte très directement toute leur capacité de communication, notamment bancaire. Donc tout ce qui est transfert financier, tout ce qui est circulation commerciale, qui est déjà difficile, est rendu encore plus difficile. Et puis, sur le plan politique, lorsque l'administration américaine, fort heureusement, l'administration Trump, déclare prendre parti totalement, inconditionnellement pour un camp, eh bien sûr, on fait reculer le moment où il est possible d'entrevoir des passerelles politiques entre les deux camps qui s'affrontent. Heureusement... Le secrétaire d'État, le chef de la diplomatie américaine, François Burgat, a d'ores et déjà fait savoir qu'il allait revoir la copie. Qu'est-ce que ça peut changer ? Ah bien écoutez, ça donne... je vais vous dire le fond de ma pensée. Pourquoi cette guerre dure-t-elle? Cette guerre dure parce que la communauté occidentale, les États-Unis, les Français, la Grande-Bretagne soutiennent la coalition émirati-saoudienne. Pourquoi la soutiennent-ils? Pour deux raisons. Pour le confort de la relation financière et commerciale. On les aime bien, ils ont plein de sous et ils nous en donnent pas mal. Ils nous achètent énormément d'armement. Si les Occidentaux cessaient de financer, d'approvisionner en armement la coalition, la guerre cesserait en 3 semaines. Donc confort de la relation commerciale, mais aussi l'idée que ce conflit est un conflit qui est labellisé anti-iranien. Et le fait qu'il est perçu comme un conflit anti-iranien a fait qu'il a été adopté unilatéralement, inconditionnellement par l'administration Trump, parce qu'il répond à la demande israélienne de lutter de façon obsessionnelle contre l'Iran. Dès lors que l'administration Biden a une attitude un tout petit peu plus nuancée, elle veut reprendre la négociation nucléaire, on peut imaginer
que la tension avec l'Iran sera, disons, rationnelle et non pas émotionnelle comme elle l'était avec le camp Trump. Donc ça, c'est un signal positif. On pourrait éventuellement revenir au terrain politique. Mais il faut bien comprendre que... Ouais, et on verra donc, François Burgat, la suite avec cette administration Biden. Alors, François Burgat, je ne sais pas si vous connaissez cette route migratoire. Là encore, elle n'est pas forcément connue du grand public, en tout cas en Europe et dans les pays occidentaux. Vous avez marché, Charles Emtaz, avec ces migrants par dizaines de milliers, par centaines de milliers, qui tentent de rejoindre, non pas le Yémen, mais l'Arabie Saoudite. Mais certains échouent dans ce pays en guerre. Ils ne le savent pas d'ailleurs forcément. On regarde un extrait. L'hôpital d'Aden recueille de nombreux migrants blessés à la frontière entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Charles Emtaz, votre reportage jette une lumière crue sur cette route migratoire, je le disais, méconnue. Oui, la séquence qu'on vient de voir souligne qu'il y a un réel manque d'informations sur le Yémen. Les Éthiopiens, vous le disiez, qui migrent par centaines de milliers, ils étaient, je crois, 130 000 cette année-là, en 2019, ne savent pas qu'il y a une guerre là-bas. Évidemment, nous savons qu'il y a une guerre au Yémen, mais il y a peu d'images. Alors, ce qu'on peut dire aussi sur ces migrants, enfin, ce que ça raconte par rapport à la géopolitique, c'est que la frontière entre le Yémen et l'Arabie Saoudite est quelque chose d'essentiel pour les Saoudiens. C'est un enjeu. C'est aussi ce qui peut expliquer qu'ils sont un des acteurs majeurs de cette guerre qui est alimentée donc, par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et évidemment l'Iran. Voilà, des gens qui se bataillent dans un pays, le Yémen. Ouais. François Burgat, vous avez 30 secondes, désolé, mais pour un message d'espoir en ce début d'année 2021, quel serait-il pour le Yémen ? Écoutez, si le conflit du Yémen était moins internationalisé, c'est-à-dire si les ingérences iraniennes, ne le nions pas, mais je dirais dans un rapport de 1 à 10, émiratis et saoudiennes cessaient, les Yéménites continueraient à se battre ensemble, mais avec 10 fois moins de dégâts. Donc ça serait déjà une première étape. Et ensuite, il devrait essayer de reconstruire le tissu interne du Yémen. Mais la première étape, c'est de faire cesser l'ingérence militaire massive, aérienne et terrestre de l'Arabie Saoudite et des Émiratis. Et nous avons un rôle à y jouer éventuellement. Merci beaucoup François Burgat d'avoir répondu à nos questions. Merci également Charles Emtaz. Merci à tous les deux pour votre éclairage.